fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Légendes urbaines, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Je croupissais en Antarctique quand tout a eu lieu. Dans ce tombeau gelé, cette prison de glace, cet havre de calme et de silence où peu de personnes purent poser le pied. Je trouvais ce lieu apaisant jusqu'alors. En effet, la solitude et l'impression d'hostilité, de vraie nature, avaient toujours eu un profond effet sur moi. Elles révélaient mes sens et me faisaient ressentir ma vraie nature, la bestialité des premiers hommes, se battant pour leur survie. Cette bestialité aurait pu m'être utile si elle ne m'avait pas déserté au pire des moments. Je m'appelle Martin, j'ai 20 ans. Je suis étudiant en biologie. Je m'étais rendu en Antarctique suite à un concours. J'avais été le meilleur candidat sur des centaines, le plus apte, aussi bien mentalement et physiquement, pour résister à la rudesse de l'Antarctique. Cette expédition avait un but hautement scientifique. Nous devions nous rendre dans une grotte qui, selon les dires, posséderait la plus grande biodiversité connue à nos jours, et ce, malgré le climat plus qu'inhospitalier. J'avais donc saisi ça comme une chance, et je m'étais présenté. Moi, simple étudiant en biologie, pouvoir visiter ce continent de légende, pouvoir voir de mes propres yeux ces aurores boréales, je ne pouvais hésiter. Si j'avais su. À peine 2 mois plus tard, nous partions. J'avais dû me munir d'un attirail à la limite du militaire. Vêtements pour le froid, rations de survie, feux de détresse, matériel scientifique, médicaments. Je transportais plus de 30 kilos sur mon dos. Ce fut réellement rude de départ. Nous sommes arrivés en terre australe après 2 semaines de voyage en bateau. Ces 2 semaines m'ont permis d'en apprendre plus sur son continent, et surtout sur cette grotte. Car si elle était connue pour sa biodiversité, elle était conspuée par les autochtones, considérés comme maudites. En effet, nombre de leurs congénères y auraient disparu sans raison, attirés inéluctablement par cette grotte. Ils l'évitent donc à tout prix. Cette hantise n'aura fait qu'accroître mon envie de découvrir cette grotte. Au final, c'est ceux que l'on pensait primitifs qui avaient raison. Nous aurions dû rester loin de cette satanée grotte. Nous avons installé notre campement à 2 jours de marche de la côte, dans un endroit un tant soit peu couvert du vent austral. Nous nous préparions pour partir le lendemain dès l'aube. Tout au long de cette préparation, j'ai eu ces pressentiments. Ce pressentiment ancien, que nul n'a jamais pu expliquer. Ce pressentiment que l'homme face au danger dégage inconsciemment. Je savais qu'il allait nous arriver quelque chose, mais je ne savais pas quoi. J'ai gardé ça pour moi. Je ne voulais pas répandre ma paranoïa au groupe. Et puis, Sue était stupide. Nous nous sommes dirigés vers la grotte, nos sens aiguisés, et mis à l'affût du moindre bruit par ce vent permanent. Sur place, nous avons installé différents matériels scientifiques à l'extérieur de la grotte, qui nous permettent d'étudier les relevés effectués dans la grotte. L'entrée de la grotte était d'une beauté splendide, et l'écosystème était très différent de l'extérieur. En effet, il devait faire plus d'une 20aine de degrés à l'intérieur, contre un bon gros négatif à l'extérieur. De plus, pas de neige, rien. Des plantes fleurissaient partout sur les murs. Nous avions dû, pour rentrer, passer par un trou très étroit en rampant. Nous avons d'ailleurs eu du mal à trouver l'entrée. Nous nous sommes enfoncés, peu à peu, dans la grotte. Mais l'ambiance devenait pesante. Une chaleur alarmante. Et plus on descendait, plus la végétation et la lumière disparaissaient. C'est là que le cauchemar a commencé. Nous sommes arrivés dans une sorte de salle, au bout d'un dédale de couloir. Elle était très sombre. Nous avons jeté une fusée de détresse, et c'est là que nous avons vu pour la première fois cette chose. C'était une sorte d'humanoïde, semblable à une ombre, assis au milieu de la salle. À peine nous-t-on posé les yeux dessus, que nous sommes tombés dans un sommeil incontrôlable, dans les abysses infinis du néant. Cette bête, cette ombre, son existence, son apparence, tout en elle allait au-delà de ce qui était considéré comme rationnel. Nous avons tous été plongés dans un profond sommeil léthargique. Cette bête semblait pouvoir nous contrôler et nous atteindre dans notre sommeil, à l'instar de Freddy. Elle nous torturait, nous diffusant de doux rêves dans un premier lieu, puis nous torturant dans ces derniers. Elle nous épuisait aussi bien physiquement que moralement. En effet, elle nous entraînait dans des rêves lucides. Nous étions capables, du moins pour ma part, car je ne puis parler au nom de mes confrères décédés, de faire notre propre choix dans ces rêves, de lutter. Cependant, elle était bien trop forte, et nous détruisait peu à peu. Dans chaque rêve, elle me torturait. Elle m'infligeait des souffrances bien trop réelles,
et je ne pouvais malheureusement pas fuir. J'étais réduit à la vie d'un simple pantin. Je ne sais comment je me suis réveillé. Il me semble avoir été réveillé par un terrible sang-froid, comme si d'un seul coup, j'eus été jeté dehors. Je me suis réveillé en sursaut, mais j'ai tenté tant bien que mal de ne pas faire de bruit pour ne pas attirer cette chose sur moi. Elle était en train de dévorer mes amis, arrachant membre par membre leur corps. Je ne saurais dire si c'est réel aujourd'hui, mais mes sensations alors étaient plus que réelles. Je ne sais toujours pas quoi en penser. J'ai fui en courant. Elle m'a repéré. Elle m'a traqué dans ce dédale de grotte. Sa démarche était lente, saccadée, mais elle gagnait inexorablement de terrain sur moi. Ce qui m'aura sauvé, c'est l'entrée si étroite. J'ai alors compris pourquoi elle n'allait pas directement massacrer tous les autochtones. Elle craignait le froid, et elle ne pouvait sortir de la grotte. J'enregistre ceci après 1 an que cela ait eu lieu, au bord du suicide. D'abord, j'ai été humilié, renié par beaucoup pour être un menteur, un froussard. Ils n'ont pas voulu croire en mon histoire et m'ont rejeté. Je suis tombé dans une dépression profonde depuis lors, atteint d'insomnie et de cauchemars invivables. Je dors très peu, mes sens sont à bout. Je ne peux plus résister, ni mentalement, ni physiquement. Je vais tomber dans un sommeil éternel, et il aura gagné. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est que ce que je ressens semble se répandre comme une épidémie autour de mes proches. Insomnie inhabituelle, fatigue psychologique et physique, envie suicidaire. Cela semble se répandre. Ça a commencé avec mes proches. Et maintenant, aux amis de mes amis. Ils viendront tous les chercher dans leur sommeil. Ils n'étaient pas la seule ombre, la seule chose, je le sens. Ils tirent leur force de nos rêves, de notre sommeil. Je crains de causer la perte de tout ce que je connais. Et vous? Avez-vous des insomnies? J'ai grandi dans une grande ville du Lincolnshire, en Angleterre. Quand nous étions enfants, nous avions l'habitude de jouer dans une grande zone boisée à la périphérie de celle-ci, appelée Bradley Woods. Dans ce bois, il y a un vieux cottage abandonné près d'un étang, et on raconte une histoire à son sujet, qui s'apparente à ça. Il y a des centaines d'années, un pauvre bûcheron habitait dans ce cottage avec sa femme et son bébé. Il vivait heureux, jusqu'à ce que le bûcheron fût contraint de participer au service militaire par le propriétaire local, pendant la guerre civile anglaise. La femme attendit pendant des mois et des mois des nouvelles de son mari, mais aucun message ne lui parvint. Un jour de Nouvel An, un groupe de soldats à cheval, faisant partie d'une force qui avait pillé la campagne environnante, traversa les bois. Ils entrèrent par effraction dans l'habitation et exigèrent que la femme du bûcheron leur remît tout son argent et toutes les boissons fortes qu'elle pouvait avoir. Lorsqu'elle refusa, les soldats la battirent et la violèrent sauvagement, avant de prendre son bébé et de s'en aller en riant. À partir de ce jour, la femme s'habilla en noir et parcourut les bois à la recherche de son enfant disparu, accostant tous ceux qu'elle rencontrait, les suppliant de lui donner des nouvelles de son bébé. Elle acquit rapidement la réputation d'être folle, et les gens commencèrent à se méfier de cette forêt. Le bûcheron ne revint jamais chez lui, et sa femme continua d'errer dans les bois, cherchant désespérément son bébé disparu, jusqu'au jour de sa mort. La légende veut que son fantôme rôde encore dans les bois aujourd'hui, et si quelqu'un est assez courageux pour se rendre là-bas, au jour de l'an, et crier 3 fois « Dame Noire, j'ai volé ton bébé », la femme apparaîtra pour le confronter. Dans chaque grande ville, il y a une maison qui n'est enregistrée nulle part, et ses fenêtres sont barrées depuis bien plus longtemps que ce que les gens s'en souviennent. Les anciens occupants, s'il y en avait, sont introuvables, et aucun individu, aucune organisation ne clame avoir cette parcelle. Quoi qu'il en soit, quand on entre par une fenêtre du rez-de-chaussée, ne touchez jamais aux portes extérieures. Vous verrez par la poussière que les habitants sont partis depuis longtemps. Une boîte en carton aplatie, un lit d'enfant décoré, des marques sur le tapis indiquant que le meuble a été déplacé. Invariablement, il y aura un double matelas dans la chambre principale. Ce que vous ne verrez pas, en revanche, sont les rats et les cafards, aux traces de vermine. Elles connaissent de meilleurs endroits que ça. Ce sont ces endroits sacrés. À votre première visite, n'amenez que ce dont vous avez besoin pour entrer.
Localisez la chambre principale, restez au centre, et dessinez un cercle plein, dans la poussière, autour de vous. Un cercle d'1 mètre de diamètre devrait être suffisant. Faites face à la porte et dites à voix haute « Je souhaite faire un sacrifice. Accepteras-tu l'offrande ?» Puis, fuyez le lieu le plus vite possible. N'y retournez pas avant la nuit suivante. Cette fois, amenez des clous, un marteau, une bouteille vide, un couteau bien aiguisé et une lampe torche. Entrez comme la dernière fois. Vous vous souvenez du matelas dans la chambre principale? Quelqu'un dormira dessus. Ne craignez pas de le réveiller. Elle a tout préparé pour vous. Tournez le dormeur sur le dos et coupez sa jugulaire avec le couteau. Collectez autant de sang que possible avec la bouteille. Il vous faudra mettre un peu de sang sur le sol de chaque pièce, celle-ci incluse, mais assurez-vous d'en garder un peu après. Une fois terminé, partez par où vous êtes entré et barricadez à nouveau la fenêtre, dont l'utilité des clous et du marteau. Rentrez chez vous, ne parlez à personne en chemin. Une fois entré, mettez un peu de sang restant dans votre main droite et frottez-la sur la poignée de votre porte avant d'entrer. Puis allez dormir. S'il vous reste du sang, vous devez impérativement le mettre sous un pavement de la ville, mais arrangez-vous pour que la pluie ne l'efface pas. Le couteau ne doit jamais être réutilisé et doit être enterré. Ne vous souciez pas de recouvrir vos traces. Quand vous quitterez la maison, le sang sur la porte disparaîtra et le meurtre que vous avez commis n'aura aucune répercussion, du moment que vous quittez son temple. La preuve ADN ne vous impliquera pas non plus. Les forces juridiques suivront vos pas sans parvenir à la vérité. Sur les caméras, votre visage sera flouté. Vous êtes à présent sous sa protection. Assurez-vous juste d'avoir trouvé la bonne maison.